La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Ce soir, nous allons parler de la femme avec l'audace. Donc, avec nous, notre très chère invitée, Dorothy. Merci d'être à la table des femmes. Et cheers on that. Cheers tout le temps. OK. Santé. Santé. Okay. Donc, Dorothy, tu portes plusieurs chapeaux. Puis c'est important que les gens le sachent parce que pour moi, en tout cas, tu es une femme qui... Mais moi, j'aime pas dire plusieurs chapeaux. Okay. Plusieurs coiffures. Yes! Comprends-tu? Yes! Des fois, c'est comme... C'est des tresses, c'est tout. Okay. C'est droit, c'est un afro, c'est... On change toujours de coiffure. OK. Donc, Dorothy qui porte plusieurs coiffures, chroniqueuse pour Daniel Henkel, consultante en diversité, humoriste, présidente fondatrice Audace au féminin, Salon international de la femme noire. Et bien sûr, le big shout-out, la plus grosse chevelure, maman. Écoute, je veux savoir d'où t'es venue l'idée de créer cette plateforme-là. Donc, on parle de Audace au féminin, Salon international de la femme noire. Et en quoi ça consiste? Donc, c'est une question 2 en 1. OK. Yes. Ben, l'idée, c'est arrivé, je m'en allais dans une pharmacie, en 2016, OK. en Rivière-des-Prairies. OK. Donc, quoi, 80% des gens là-bas sont noirs. Mm-hmm. Et je me présente à la pharmacie pour me chercher un fond de teint, il n'y en a pas. On me dit qu'il n'y en a pas pour les personnes de couleur. Je suis comme, ben, voyons donc, en 2016. Et déjà, la diversité, c'est quelque chose qui me tenait déjà à cœur. Donc, de voir l'absence à la télévision, en politique, en fait, dans toutes les sphères. Et de là, sur les tablettes de la pharmacie, peu de produits pour les femmes noires. À Rivière-des-Prairies, ça m'a frustrée. Donc, j'ai partagé ma frustration sur Facebook. Il y a eu une avalanche de réactions. Et c'est là que l'idée m'est arrivée de créer un salon international de la femme noire. Mais ce serait une plateforme où on serait incluse. Tu sais, on serait là pour débattre des enjeux de la société québécoise. Parce que souvent, on était assez... Puis à cette époque-là, c'était le mouvement MeToo. Qui a été créé par une femme noire, mais les femmes noires n'étaient pas incluses dans cette conversation-là ici au Québec. Okay. Alors, en créant cette plateforme-là, je me suis dit, ben nous, on va pouvoir aborder ce sujet-là. Nous, on va s'inviter à la table. Tu sais, les tables de concertation, on n'est jamais là, fait qu'on va la créer nous-mêmes et on va inviter les acteurs socio-économiques qui ont certains pouvoirs à venir au salon de la femme noire et discuter avec nous. Okay. Parce que j'aime pas nécessairement que les Noirs soient toujours associés au sport, au show business, et puis c'est ça. Non, je ne dirais pas le 3e S, mais yes, we're good in that too. Ça, c'est un autre débat. Yes. Mais donc, c'est comme ça que le salon est arrivé. Et Audace au féminin, qui est l'OBNL, est venu par la suite aussi parce que on a réalisé qu'on ne voulait pas simplement se limiter à un salon, à un événement annuel. Okay. Il y avait d'autres événements, d'autres activités qu'on voulait organiser durant l'année. Okay. Alors, donc c'est comme ça que, bon, en s'impliquant, on a entre autres participé on a collaboré avec la Banque du Canada pour le lancement du billet de 10 $. Okay. On a été sur différentes plateformes pour faire de la promotion des femmes noires dans les STEM, donc qui sont les sciences, technologies, engineering, mathématiques. Écoute, en fait, nous, ce qu'on fait, là, tout ce qu'on fait, c'est de mettre les femmes noires devant. Toujours. Oui, toujours. C'est de mettre en lumière des femmes noires qui brillent dans l'ombre et avec une démarche inclusive. Okay. Parce que c'est pas exclusivement aux Noirs, c'est-à-dire que quand on fait nos activités, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas venir ou bien un homme ne peut pas venir, c'est vraiment pas le cas. Tout le monde est invité. Mais sachez que quand vous arrivez, on va toujours s'assurer que les projecteurs sont sur la femme noire. Exactement. Oh yes. Mais quand on regarde sur Facebook, on voit la page, là, mais c'est Audace au féminin et Salle internationale de la femme noire. Ouais. Mais c'est deux choses distinctes, c'est ça? Non. En fait, le Salon international de la femme noire, c'est l'activité phare de l'OBNL qui est Audace au féminin. Okay. Donc, l'entité principale, c'est Audace au féminin. Et Audace au féminin a le Salon international de la femme noire, a Audace Masterclass, a un programme de mentorat,
à d'autres activités, tu vois. Il y a d'autres branchements. Oui, oui, tout à fait. Super, c'est intéressant ça. Mais quand tu fais, parce que tu fais souvent des conférences, justement, le salon, c'est quoi qu'il y a comme exemple, comme activité? Ben, le salon, c'est des conférences, c'est des ateliers interactifs, c'est aussi des exposants. Donc, c'est une belle plateforme commerciale, mais présentielle. Donc, des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs ont la chance de venir présenter leurs produits ou services. Et je trouve ça génial parce que beaucoup de femmes noires entrepreneurs n'ont pas nécessairement un local. Donc, pour une fois, ben, elles ont la chance de rencontrer leur clientèle et vendre leurs produits à cet événement-là. Et des conférences, des ateliers, écoute, qu'est-ce que je pense là? On a eu des ateliers comme par exemple l'entrepreneuriat dans l'industrie du cannabis, par exemple. On a discuté de ça. Ça, c'est sérieux, ça? Cannabis, on parle. Voilà. On l'a pas testé, mais on en a parlé. Hein? Et il faudrait faire une dégustation d'ailleurs. Non. Mais on a parlé de ça, mais on aborde tous les sujets. Et encore une fois, ça va dépendre de la thématique. L'année passée, c'était sur les STEM, encore une fois sur tout ce qui est technologie, tout ça. Donc, on avait des partenaires comme Ubisoft, Pratt & Whitney. Mais cette année, à cause de la COVID, ça a été un salon virtuel. Donc, les sujets étaient vraiment dans le contexte de la COVID, mais aussi, on était en plein cœur du Black Lives Matter, de la crise avec, en fait, pas la crise, mais je dirais du meurtre de George Floyd. Donc, c'était en même temps qu'il y avait des manifestations qui se passaient. Donc, on abordait ces sujets-là. Donc, on adapte nos sujets selon le contexte le contexte actuel. On parlait justement de COVID. Comment ça se passe pour toi, là, avec, tu sais, on sait que tu fais beaucoup de choses, comme on a dit, chroniqueuse, t'es consultante, il y a aussi le Salon international de la femme noire. Comment que ça se passe? Comment tu as pu t'adapter? Ben, écoutez, c'est sûr que comme tout le monde, ça a été un choc. Parce que nous, on devait faire le salon présentiel le 29 mai dernier. Et au moment où on sortait l'affiche, la programmation, c'est là que tout a été annulé. Donc, je vous avouerai un peu comme tout le monde, j'étais en état de choc. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Mais ça a pris quelques semaines pour faire le pivot puis dire on va faire un salon en ligne. Puis je trouve que ça a été un peu à notre image, audacieux de notre part. Yes! Oui, on a été précurseurs dans l'événementiel à faire quelque chose en ligne et on l'a organisé en 6 semaines. Je suis vraiment fière de l'équipe avec qui je travaille, des femmes extraordinaires. Ah oui. Les femmes, elles sont extraordinaires, oui, vraiment. On est allé chercher aussi une pléiade d'invités, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, professionnel, politique. On a eu Dominique Anglade, Greg Fergus, France Sadelini. On avait des gens aussi qui venaient du Sénégal pour nous parler de l'intelligence artificielle. On était en collaboration avec Ivado. Franchement, je peux vous dire que pour une première, on était très, très fiers. Et on était surpris aussi de voir que même si c'était virtuel, ça nous a demandé autant de temps et d'énergie. Donc ça, c'était quelque chose. Et là, on se prépare pour la 4e édition. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut que ce soit un facteur wow. Donc, je ne vais pas vous en dévoiler. Au contraire, vous allez me réinviter une prochaine fois avec toute l'équipe de Dassault Féminin. Et on se fera un plaisir de vous dévoiler ce qu'on vous prépare là. Donc, on est, donc, on est là-dedans. Et comme tu le mentionnais, ben, moi, pendant la COVID, j'ai pas cessé. J'ai pas eu du temps pour moi-même. Et comme tu l'as dit, ma plus grosse chevelure, c'est mon fils. Donc, un peu comme tout le monde, je t'ai pogné avec un adolescent à la maison. Ça doit être super. Oh, je te jure, hein? Ça, là. En tout cas, ça, c'est une autre émission aussi. Mais non, j'ai été très occupée. Et écoute, j'ai jamais autant cuisiné de ma vie pendant la COVID. Ton fils a dû être content. Ah, il devait être content, pas à peu près. Là. Puis bon, moi, j'ai des allergies particulière et donc je peux pas manger de tout ce qui a des agents de conservation, ça me limite. Alors je me suis mise à faire de la pâtisserie, des gâteaux, donc c'est pour ça que j'ai de belles joues. Parce que j'en ai profité pendant cette COVID. Mais tout le monde a un peu profité. C'est à peine le monde qui est confiné à la maison, tout le monde a pris un peu de points, tout le monde a développé aussi des passions ou travaillé un peu plus comme toi. Tu n'as pas eu nécessairement du temps pour toi. Il y a eu différentes situations pendant le COVID. Mais on sait que tu es une femme qui
présentement, tu t'impliques beaucoup, mais aussi tu t'impliquais quand tu étais adolescente. Ouais. Donc, ça a commencé, ça, we go way back, comme on dit. Tu avais 16 ans, Maison d'Haïti, si je ne me trompe pas. 18 ans, tu as fait une conférence au village racial, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, j'avais fait ça au poste de police. Beaucoup de choses, puis je pense que ton but, c'était vraiment de défendre la diversité. Oui, toujours. Je me dis, est-ce que c'est à cause de ça que tu as décidé, pour ceux qui ne savent pas, madame a fait l'École internationale de l'humour. Donc, tu es une des premières femmes noires humoristes francophones au Québec. Oui. Est-ce que c'est à cause de ça que tu as décidé d'aller à l'école de l'humour? Non, c'est pas à cause de ça. Ah non? Ben, en fait, non. C'est pas à cause de ça. Moi, j'ai été parce que j'avais une amie qui me disait toujours, Dorothy, tu devrais faire de l'humour. Moi, je me voyais pas sur la scène parce que, comme je le dis toujours, dans la culture haïtienne, auparavant, tu sais, aujourd'hui, là, je vois tout le monde a fait blague. Tout le monde fait des blagues. Mais il y a quelques années, il n'y avait pas si longtemps, c'était pas permis ou bien accepté parce que je me rappelle, j'avais 18 ans, j'animais une émission à Radio Centre-Ville et ça s'appelait En nous grillant dedans. Écoute, l'émission, je pense qu'elle a fait quelques semaines. Après ça, ça a été retiré de la programmation parce que les grands mots l'appelaient pour dire que on était là, on perdait du temps à faire des blagues. Fait qu'ils ne comprenaient pas le principe qu'on était là pour faire de l'humour. Oui, ils ne comprenaient pas ça. Exactement. Puis de cette émission-là, un producteur nous avait contactés parce que je faisais cette émission-là avec des membres de ma famille. Et ça s'appelait le groupe Kit Kat. Et on a eu un contrat dans mon premier show d'humour, j'avais 18 ans, à l'entracte du groupe Bookman Experience. Oh, petite. Ça, c'est le beau contrat. Ça va aller. Alors, j'ai eu ce contrat. 18 ans. Ouais. Et c'est comme 20 ans plus tard que j'ai fait le saut dans l'humour. Tu sais, des fois, là, il y a des choses qu'on fait. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, impliquez-vous, touchez à tout, parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Moi, je suis d'accord avec ça. Et moi, 20 ans plus tard, comme disait Dorothy, tu devrais te lancer dans l'humour. Puis moi, j'étais conseillère en ressources humaines. Donc, j'ai analysé le paysage humoristique québécois un peu comme une conseillère en ressources humaines. Je regardais voir, OK, quelles sont les possibilités. Et j'avais constaté qu'il n'y avait pas de femmes noires francophones au Québec qui faisaient de l'humour. Je me disais, bon, ben, j'ai une chance, que j'ai osé. Yes. J'ai contacté Gilbert Rozon à l'époque, qui était le grand Manitou de Juste pour rire. Il m'a donné rendez-vous avec son VP, Éric Bellé. Donc, je suis allée le rencontrer. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, grâce à lui, je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, mais moi, j'y allais le soir, à temps partiel. Et donc, j'étais là-bas, j'ai pris quelques cours. Et la première fois que je suis montée sur scène, je crois que c'était le 6 avril ou le 10 avril 2011, ça a été la consécration. Juste recevoir la vague de rire. Là, je me suis dit, OK, that's my place. C'est là que je dois être. Et puis... et l'aventure a passé. C'est donc 6 mois plus tard, je faisais l'avant-première de Boucard Diouf. Quelques mois après, j'étais porte-parole du mois de l'histoire des Noirs en 2012. Puis ça n'a pas arrêté jusqu'en l'année 2018. Où après la première édition du Salon international de la femme noire, j'ai décidé de mettre ma carrière d'humoriste de côté. Puis j'avais signé avec une grosse boîte de production qui est encore. Et je faisais l'avant-première de Mario Jean. Mais j'ai tout mis ça de côté parce que je me suis dit, j'ai une mission, j'ai un appel. Et là, je me suis dit qu'il faut que je m'assure que cet organisme, ce salon-là, soit bien structuré et puisse être pérenne parce que on veut que ça soit un legs pour les prochaines générations. Donc, je suis retournée aux études en entrepreneuriat, retournée pour apprendre un peu comment ça se passe parce que je comprenais rien dans le langage. Et puis... Et depuis, ben, je fais de l'entrepreneuriat social. Oh, ben chapeau, chevelure à toi. C'est tout à ton honneur. Est-ce que tu penses un jour recommencer l'humour? Absolument. Oui? Oui. Ah non. Là. Ah oui, non. Même si même à 80 ans, là, je retournerai sur scène. J'aime trop rigoler. Et oui, il y a des sujets qui me viennent en tête. J'ai déjà même le titre du show en tête. Mais oui, j'aimerais finir cette boucle-là une fois pour toutes et puis passer à autre chose parce que je suis ambitieuse. J'ai beaucoup de projets. Donc, mais ça fait partie de un de mes projets. Là. Un retour dans le retour. Ouais. On va attendre ça avec impatience. Ouais. Yes! Tu sais, toi-même, tu as nommé que le combat est de s'affirmer et se faire respecter en tant que femme noire.
on doit toujours se justifier. Explique-moi un peu ce que tu veux dire. Écoute, c'est... En tant que femme noire, mais je pense que toute personne racisée, on vit toujours ça. Toute personne racisée, depuis qu'on est petit, nos parents nous disent toujours ils nous ont dit de travailler 2 fois plus que les autres. Oui, il faut toujours se justifier. On n'a pas les mêmes privilèges que les autres. Donc, malheureusement, on fait face à cela constamment. Et ça, c'est toute personne qui fait partie des minorités visibles. Donc, on vit ça. Mais je pense aussi que il faut apprendre de cela. Moi, je pense que ça nous forge. Oui, ça nous rend plus forts. Définitivement. On a quand même vécu l'esclavage, on a vécu la ségrégation, on a vécu beaucoup de choses. Puis maintenant, encore une fois, on fait face au racisme systémique. Les refus, tout le monde, les gens vont dire, bah, tout le monde aussi, moi aussi je reçois des refus. Oui, je sais, mais nous, c'est différent. Nous, tu sais, c'est plate d'arriver puis de se demander en tant que personne noire, de dire, écoute, est-ce que c'est parce que je suis noire que je ne l'ai pas eu? Ouais, t'as toujours ce petit questionnement-là. Ouais. Tu sais, que d'autres n'auront pas. Tu sais, tu conduis une voiture, tu vois la police, c'est pas normal que tu trembles ou bien que tu te poses des questions, tu regardes ton rétroviseur puis tu peux pas conduire parce que tu sais que... C'est stressant, savoir si on va m'arrêter. Exactement. Une belle voiture, je suis noire. Exactement. Mais même si t'as pas une belle voiture, ils vont trouver quand même quelque chose. Tu sais, t'as tes pneus d'hiver, je sais pas, il y a trop de rouille ou whatever, ils vont trouver une excuse. Donc, c'est pas évident. Mais moi, personnellement, ça, c'est moi. Moi, ça me rend plus forte. Moi, j'ai toujours dit l'adversité me rend plus forte et ça me prépare à plus tard. La vie je veux dire, la vie elle est merveilleuse, mais aussi il y a plein d'embûches. Donc si on n'est pas capable de passer à travers ça, là, ça va être tough. Ouais, ça va être tough. Puis, dis-moi, pour toi, quelle a été tes plus grandes réussites? Ça c'est une bonne question. C'est ma plus grande réussite. La plus grande. Nous, on peut le mettre au pluriel si on a plus. Ben écoute, moi je pense que ma plus grande réussite, c'est d'avoir osé. D'avoir osé tout ce que j'ai voulu faire. Tu sais, d'avoir osé faire la scène, faire de l'humour. D'avoir osé faire un salon international de la femme noire à la place Bonaventure. Puis après ça, de le faire au Grand Quai du port de Montréal. Tu sais, de think big, là, moi. Pour moi, ça, c'est ma plus grande réalisation. Et j'ai hâte de voir plus tard, de voir ce que va devenir mon fils. Pour moi, ça va être ça ma plus grande réalisation, tu vois. Donc, mais sinon, je peux te dire, c'est au quotidien que je vis ça. Là. Je me surprends à chaque fois. Il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à une marche de course, un 5 km. C'était la première fois de toute ma vie. J'ai vu. Ouais, mais j'étais contente de moi. J'étais comme, oh my God, je suis quand même pas super. J'ai fait ce 5 km-là, puis j'ai alterné, je marchais, je courais. Puis j'étais contente. Tu sais, une fois, Alexandre Kénol m'avait invité à participer avec Patrice Bernier à jouer au soccer. Moi, j'avais jamais joué au soccer de toute ma vie. Et j'ai joué 2 fois avec eux autres. Et là, mon copain doit jouer un match lundi. Et on a pratiqué ensemble, puis il était surpris de voir que je pouvais kicker le ballon. Je dis, ben là, après 2 fois... Il y a un moment donné, t'as catché, exactement. Tu lèves le pied, ok. Donc, je pense que, pour moi, tu sais, comme on dit, il n'y a pas de grand bonheur, c'est des petits bonheurs. C'est ça qui parsème ton quotidien et qui fait que tu as une journée joyeuse. Ou des petits bonheurs comme ça coulent ensemble, ça fait des grandes réussites. Ouais, ben c'est ça. Donc, pour moi, je pense qu'il faut pratiquer son cerveau à se dépasser chaque jour. Tu sais, tu as une to-do list, essayer de passer à travers ta to-do list, de se discipliner. Tu sais, c'est des petits accomplissements, mais qui t'amènent vers quelque chose de plus grand. Tu sais, à force de les faire, bien, ça te prépare pour quelque chose de plus grand. Là. Donc, alors, t'en nommer une, c'est difficile, mais j'ai juste hâte de voir ce que va devenir mon fils plus tard. C'est là on pourrait parler de réalisation. Mais ce que je peux dire, ce que je peux dire par contre, c'est de voir que c'est un jeune garçon joyeux, souriant, qui adore rire. Alors ça déjà,
je peux dire qu'il tient ça de sa mère. Yes! Je vais te poser une question. C'était en lien avec la dernière question de tantôt. On parlait de s'affirmer, de se faire respecter en tant que femme noire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une situation, je vais te donner un exemple là, au public, de où est-ce que tu t'es sentie opprimée en tant que femme noire? Ah! Où est-ce que tu as dit comme, oh my God, comme, c'est disrespect, comme on Non, dit mais là. là, plusieurs fois. Écoutez, moi, je suis née ici au Québec. J'ai grandi à Saint-Michel. Et Saint-Michel, quand j'étais jeune, c'est pas Saint-Michel d'aujourd'hui. Donc, on pouvait compter sur une main les familles noires qu'il y avait à Saint-Michel. Et quand j'étais au primaire, tu sais, des boula boulés, j'entendais ça souvent, des noms, on traitait de négresse, sale noire, retourne dans ton pays. J'ai tout eu ça. Mais, comme je dis souvent, moi, les parents que j'ai eus, je pense que c'est comme ça aussi dans la plupart des familles haïtiennes, c'était la loi de talion. Donc, c'est-à-dire que moi, on me disait ces affaires-là, ben, à 3 heures, je t'attendais. Donc, moi, je me suis beaucoup défendue avec les poings. C'était physique. Moi, c'était physique quand j'étais jeune. Jusqu'au secondaire, c'est là que j'ai décidé, j'ai fait le choix de cesser. Ouais, parce que bon, j'avais compris que ça marchait pas, la violence. Secondaire combien environ? Secondaire 1. Ah, ok, fait que ça a arrêté rapidement quand oui, même. parce que moi, en même temps, je suis arrivée où les gangs commençaient à prendre l'ampleur. Ok. Donc, moi, là, j'étais dans cette période-là. Là, c'était... bon, je ne sortirai pas des noms, mais ça commençait. Donc, les armes commençaient à sortir. Donc, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas d'armes. Mais j'avais compris que ce n'est pas le style de vie que je voulais avoir. Okay. Mais, encore une fois, le fait de m'être battue physiquement aussi, ça m'a rendue plus forte. Dans le sens que j'ai pas peur. Je me suis toujours battue avec des hommes en passant. Oh oui? Je mange beaucoup de maïmoulin. Non, c'est toujours avec des hommes que je me battais. En fait, des garçons à l'époque que je me battais. Des garçons à l'époque que je me battais. Et mon estime aussi est devenue plus forte dans le sens où aujourd'hui, tu peux me dire quelque chose, tu peux me dire négresse, ça va me faire bouger plus que ça. Okay. Tu sais, non. T'as grandi tout ça. Oui, j'ai grandi. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et puis aussi, je suis à un autre niveau. Tu sais, comme disait vraiment Michelle Obama, when they go low, go higher. Yes. Alors, moi, c'est ce que je fais. Puis, et je ne perds pas mon temps avec ces choses-là. Tu sais, je trouve que ça, c'est un état d'esprit que j'ai. J'aime beaucoup... je suis pas du type de pensée positive et puis... on ne vit que d'amour et d'eau fraîche, là. Je suis quand même réaliste, mais je pense que c'est important d'entretenir une santé mentale saine avec, en s'éloignant de certains propos toxiques ou d'individus aussi toxiques. Je ne perds pas mon temps sur ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en personne. Je ne prends même pas le temps de répondre ou de lire certaines choses. Donc, pour moi, je me protège de cette manière-là. Oui, c'est excellent. Et pour la santé mentale, oui, c'est très important. Oui. Et puis, les gens me disaient, écoute, Dorothy, ça ne t'affecte pas, tout ça. Je dis, pas du tout. Tu sais, si je porte attention à ça, ben, pour moi, c'est de donner un certain pouvoir ou bien une certaine attention que cette personne-là ne mérite pas. Donc, j'ai pas le temps pour ça. I move on. Tu sais, j'ai vécu ça plus jeune. J'ai réglé certains portraits. Excusez-moi les gars, hein? On est peut-être amis sur Facebook. Hein? mais en tant que femme, par contre, je peux dire que ça aussi, ça m'a boosté. Tu sais, en tant que femme, je me fais respecter. On n'y est pas facilement. Put some respect on my name. Of course. Hey! Donc, pour ça, il faut se respecter soi-même. Yes, je ne vais pas provoquer. Le respect, c'est mutuel, on s'entend. Mais c'est ça. Je sélectionne avec qui je me tiens, qui je fréquente. Et c'est ça. Yes. Mais c'est un peu... La prochaine question venait à ça. Tu as déjà donné beaucoup de conseils. Est-ce que tu aurais d'autres conseils peut-être à donner à des femmes de la communauté? Des femmes qui veulent partir en entrepreneuriat, des femmes qui vivent des moments difficiles, des femmes qui voudraient justement être une femme avec de l'audace. C'est comment y arriver, être une femme avec de l'audace. Comme toi, tu as décidé de faire le Salon international de la femme noire. Tu as appelé ça la femme noire. Ouais. On sait que ça a fait bavarder un peu. Hein? Ouais. Donc, comment que tu dis,
je fais ça, puis j'assume. Parce que des fois, on a toujours l'arrière-pensée de oh, je ne veux pas me faire juger, je sais pas. Oh my God. Ben écoutez, c'est sûr qu'on a toujours un moment de doute. Hein? Même moi, je suis pas au-dessus de la mêlée. Là. Moi aussi, j'ai des inquiétudes, je me pose des questions, je me dis est-ce que je suis capable, je ne suis pas capable, est-ce que je suis à la hauteur? Donc, reconnaître cette vulnérabilité en soi, c'est normal. Sauf qu'il ne faut pas camper sur ça. Exact. T'sais, il faut aller au-delà de ça, il faut faire le saut. Exact. T'sais, il faut aller au-delà de ça, il faut faire le saut. Et je pense que c'est là pour moi, je disais, c'est là aussi l'importance de l'entourage. D'avoir des gens qui vont t'encourager, qui vont te donner cette force-là d'aller de l'avant, cette force-là de parler aussi, de briser le silence. Tu peux être dans une relation malsaine, par exemple, mais les gens font des photos puis ils montrent qu'ils vivent le couple parfait, tout ça. Donc, toi, tu veux montrer aussi cette belle image-là, mais pourquoi? Pourquoi vivre pour impressionner l'autre? On n'a qu'une seule vie. Et moi, je veux vivre sans regret. Je veux vivre une vie pleinement. Donc, n'ayez pas peur, comme je dis souvent, osez. Osez briser le silence, osez parler à quelqu'un qui va vous aider, vous donner la perche pour sortir de cette relation malsaine. Vous avez des idées de grandeur, allez-y, foncez. Tu sais, il y a des gens qui vont peut-être vous dire « Ah non, vas-y, petit, tout ça. » Non, 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 non. Si tu as ce rêve-là en toi, c'est parce que tu es capable de le faire. Sauf qu'il faut que tu trouves les ressources, puis il faut que tu sois prêt aussi, parce que c'est du travail, on s'entend, hein? C'est plus que du 40 heures semaine. Ouais, définitivement. Parce que c'est de l'investissement, mais sur soi-même. Sur soi-même. Sur soi-même, la mission que tu as. Oui. Tu te donnes 2 fois plus que si c'est une job de 9 à 5, parce que oui, tu viens travailler. Mais ça, tu sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, puis tu veux vraiment que ça fonctionne. Oui. Donc, le travail, il est inévitable. Puis, ce qui est noble dans ce qu'on fait, je pense aussi à toute l'équipe qui est derrière moi, c'est que on le fait avec dévouement, avec passion, puis on le fait pas pour nous, mais en fait, pas pour soi-même, mais pour nous, les femmes noires. On a compris que c'est une mission qui est au-delà de notre personne. Donc, on le fait pour le bien de la collectivité des femmes noires au Québec, mais aussi au Canada. Et ça, là, pour moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau que mon équipe m'offre. Pas seulement à moi, mais à ce projet-là. Mais moi, je suis, franchement, là, je dis toujours merci, bon Dieu, pour ça, parce que j'ai des femmes incroyables autour de moi et qui se dédient. Des femmes qui sont scientifiques, qui travaillent dans le numérique, qui sont directrices exécutives des ventes, mais qui trouvent un temps pour faire en sorte que les femmes aujourd'hui aient une plateforme, aient une image qui est rehaussée. Puis, mais ça, c'est des gens qui ne calculent pas le temps. Donc, je pense que ça aussi, ça fait toute une différence. Enrichit beaucoup. Ouais. Il nous reste peu de temps. J'ai une question, papa. OK. Donc, c'est une question qui n'a pas nécessairement rapport avec le sujet. Des fois, ça a rapport. Mais là, dans ce cas-là, ça n'a pas nécessairement rapport. OK. Dis-moi, est-ce que tu as une manie qui est particulière? Oui. Écoute, tu dis ça, là. Ouh! Get, shoot it. Moi, j'ai un défaut. Moi, je peux pas vivre sans cure-dent. OK. J'ai toujours un cure-dent avec moi. Sauf quand je sors en société, mais je le mets souvent dans mes cheveux. Je peux en avoir plusieurs. Sous mon oreiller, tu vas trouver des cure-dents. Partout. Si je voyage, il faut que j'amène des cure-dents avec moi. Je dois toujours avoir un cure-dent. Si j'ai pas un cure-dent, j'ai un bâtonnet de café que je vais mordiller. D'ailleurs, mes brosses à dents, ça dure 2 semaines parce que je suis toujours en train de mâcher ça. Mais non, j'ai toujours un cure-dent. Écoute, je peux partager un secret. Oui, vas-y. Entre nous, là. C'est ça. Et moi, j'ai sucé mon pouce jusqu'à l'âge de 14 ans. Oh! Mais... Donc, je sais pas. Pas trop d'images dans la tête. On reste dans le sujet. Mais, mais c'est ça, non, ça, j'ai toujours un cure-dent. Toujours. Je vais en avoir un dans mon portefeuille. Si j'en ai pas, il y a un problème. Mais j'ai toujours un cure-dent. Je me rappelle quand je travaillais au bureau, quand tout le monde partait, je prenais mon cure-dent. Puis je suis comme Lucky Luke, là. J'ai mon cure-dent comme ça. Ah ouais, puis
c'est là, puis je joue avec, là, tout le temps, tout le temps. C'est un défaut. C'est même pas une manie, ça, c'est un défaut, là. Bon, la prochaine fois que tu viens nous voir, je vais acheter un paquet de soda. On va laisser dans le coin pour toi. Oh, Dorothée, merci. Merci Écoute, d'avoir merci de m'avoir invité. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Puis je pense que là, les gens te connaissent. À t'apprendre, ils connaissent. Ils connaissent un peu mieux. Et ils sont capables d'aller voir aussi le Salon international de la femme sur Facebook. Tout ce que tu fais, de toute façon, on va mettre toutes les informations en bas de l'écran. Tu es merveilleuse. Je t'adore. Tu représentes bien les femmes de la communauté. Puis merci pour tout ce que tu fais. Mais merci à vous. Merci de cette émission-là. Puis c'est important d'avoir des plateformes qui nous ressemblent parce que c'est pas les autres qui vont venir nécessairement nous inviter à aller sur leur plateforme médiatique. Donc bravo. Vous aussi, vous inspirez d'autres femmes, d'autres jeunes qui aimeraient avoir aussi une émission. Donc bravo à la Tablée des femmes. Bravo. On continue notre bon travail Ouais, avec toute mon équipe. Je vous aime. Il y a 100 personnes ici.